Salut, salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode, mais surtout dans ce tout premier épisode de 2026. Et bienvenue dans mon salon. Bienvenue dans le petit coin que je me suis fait chez moi parce que là, si vous m'écoutez en audio, vous ne voyez pas. Mais sachez que maintenant, vous avez la possibilité de me voir la binette vous jaser sur YouTube. Donc, en audio, toujours disponible Spotify, Balado, mais maintenant, petit plus 2026, vous pouvez me voir sur YouTube. Donc, je me suis fait un petit coin, petit setup dans mon salon, dans mon chez-nous, parce que mon nouveau mantra pour 2026, là, si, comme d'habitude, je suis bien transparente et honnête avec vous, c'est de step up the game. On level up. Genre, je me suis rendu compte, j'ai fait quand même beaucoup d'introspection, comme toujours. Euh, Puis je me suis rendu compte, en fait, que je me restreignais un peu. Restreignais, je sais pas si ça se dit, mais j'avais beaucoup de pensées limitantes. Puis, c'est ça, je me limitais dans ma vision, dans les choses que j'avais envie de faire. Puis là, je suis comme, nope, on arrête ça. On va venir transcender ces pensées erronées, ces limitations-là. J'enlève les bâtons que je me mettais dans les roues. Comprends-tu? Euh, j'ai vraiment envie de voir grand. J'ai envie d'actualiser la vision que j'ai, les projets que j'ai en tête depuis un certain temps. J'ai envie maintenant de les ancrer dans la réalité. Et 2026 ne fait que commencer, mais j'ai déjà mis des belles affaires en place pour actualiser le tout. Fait que bien excitée de cette année-là. Puis, si je me permets une petite parenthèse là, plus de type numérologie, c'est qu'avec 2025, on a terminé une année 9. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on a terminé un cycle de 9 ans et qu'avec 2026, on débute une année 1. Donc, on débute un prochain cycle de 9 ans. Fait que ça veut dire qu'on est vraiment dans une énergie de renouveau, de nouveaux chapitres, de nouveaux départs. Puis je le ressens vraiment fort dans mes projets, dans ma vision, dans ma façon, en fait, de voir l'entrepreneuriat, de voir Nature Authentique. Bref, ça me nourrit vraiment beaucoup. Je me sens fébrile face à cette nouvelle année-là qu'on a devant nous. Bien excitée de tout vous montrer ce qui cogite dans les mois à venir. Fait que voilà, c'est pas mal ça que je voulais vous dire en intro. Step Up the Game est maintenant disponible sur YouTube. Fait qu'on va y aller avec ça pour commencer. Puis sinon, ben j'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Et je vous souhaite une année 2026. Douceur, amour, écoute de soi. Puis let's go, on fonce. Donc, pour ce tout premier épisode de 2026, j'avais envie d'aborder l'allaitement d'un point de vue quand même plus personnel, parce que c'est un sujet que je me rends compte qu'on n'a pas vraiment encore abordé. Donc voilà, fait qu'on va explorer, je vais vous partager en fait mon expérience d'allaitement, comment j'ai vécu ça, qu'est-ce qui a été challengeant, qu'est-ce qui m'a finalement emmené à vivre davantage une expérience de tir-allaitement. Puis j'ai comme fait un petit résumé des conseils ou en fait des infos que j'aurais aimé savoir avant d'essayer d'allaiter. Donc là, c'est sûr qu'avec les couples que j'accompagne, on pousse un peu plus loin. On étoffe et on peaufine cette préparation-là à la mise en place de l'allaitement. Il y a plus de chair alentour de l'os, bien évidemment. Mais j'avais quand même envie de vous dire personnellement les informations dont j'aurais eu besoin pour peut-être avoir plus de patience et me donner plus de chance dans mon propre allaitement. Voilà. Donc, si je débute ça par le début, là, parenthèse, mais je me rends compte que mon voisin a décidé de faire sa souffleuse live.
Fait que espérons que vous entendez pas trop et que je puisse corriger le bruit au besoin, mais voilà, ça se peut que vous entendiez un petit background de grondement. Donc, si je débute par le début, ma vision que j'avais, moi, de l'enfantement, c'était très, très naturel et très facile. Parce que, en fait, ma mère m'a toujours parlé pas de l'enfantement, de l'allaitement comme étant très, très naturel, très, ben, tu sais, elle m'expliquait qu'elle m'a mis au sein, puis tout a bien été, puis tu sais, ça a tellement été facile, simple. Tu sais, c'est ça. La vision que j'avais, c'est que c'était donc ben la suite logique, puis moi, c'était comme d'une évidence là, que je voulais allaiter, puis j'ai un peu pris ça, en fait, pour acquis. C'est ça qui est arrivé. J'ai pris ça pour acquis et je me suis vraiment à 1000% préparée pour l'enfantement et j'ai absolument rien mis en place comme préparation euh, quant à l'allaitement. Et avec du recul, je me rends compte à quel point c'était une mauvaise idée. Donc, dans le fond, comment ça s'est passé, mon expérience d'allaitement? Tu sais, j'ai pas non plus, parce qu'on explique qu'un enfantement très médicalisé au niveau, tu sais, hormonal, lien d'attachement, mise en place de l'allaitement, montée laiteuse, peut être vraiment en lien avec des difficultés d'allaitement. Dans mon cas, mes 2 expériences d'enfantement ont été très, très peu ou pas médicalisées, même si j'ai enfanté à l'hôpital. Donc, vraiment pas de causalité ou de lien à faire avec la médicalisation de mon enfantement. Bref, Arthur naît. Si d'ailleurs vous êtes intéressé à connaître mes récits d'enfantement, c'est l'épisode 2 et 3 de mon podcast. Ils ne sont pas disponibles sur YouTube, mais sont disponibles en audio sur Spotify et Balado. Donc voilà, Arthur naît, il est déposé sur moi, on fait du pot à pot. Puis moi, la seule inquiétude que j'avais par rapport à moi, c'était que je rentre dans des petits détails personnels, mais on va y aller. Je suis vraiment pas gênée, mais c'est que j'ai très peu de mamelons. Donc, même parfois, ils sont invaginés, donc ils sont vers l'intérieur. Fait que ça m'inquiétait parce que j'étais quand même consciente que le mamelon est souvent, là, dans les nouveau-nés, le petit déclencheur dans le palais qui active parfois la succion. Fait que ça m'inquiétait un peu, mais en même temps, j'étais consciente que le bébé ne doit pas prendre nécessairement juste le mamelon, mais qu'il doit prendre vraiment une bonne partie, tu sais, du sein au niveau de l'aréole. Fait que, mais on se rappelle que je m'étais pas préparée. Fait que Arthur est déposé sur moi, on fait du pot à pot, puis là, instinctivement, tu sais, je l'approche au niveau de mon sein, puis je tente de lui mettre un peu mon sein dans la bouche, je lui mets au ras-le-nez, l'infirmière, tu sais, me guide au niveau de peut-être juste extraire, tu sais, un peu de colostrum pour que, olfactivement parlant, tu sais, on l'attire et tout ça. Puis, il s'est avéré, en fait, qu'Arthur avait très peu de réflexes de succion au sein. Puis là, tu sais, je me replonge là-dedans. J'avais même pas repensé à ces moments-là. Puis ça me touche quand même d'y repenser. Mais c'est ça. Il y avait très peu de... Tu sais, il ouvrait pas beaucoup la bouche. Il y avait peu d'intérêt, peu de succion. Quand on mettait notre doigt à l'intérieur de sa bouche, il était vraiment bien. Puis un peu plus tard, on s'est rendu compte au suivi de 6 semaines qu'il y avait quand même un palais très creux aussi. Mais bref, au moment de la pratique de la mise au sein, on n'avait pas vraiment constaté ça. Mais là, je me rends compte que c'est ça, il tète pas vraiment. Puis là, ce qui m'a le plus envahi, puis qui m'a le plus irritée, étaient vraiment bien intentionnées. Elles étaient toutes vraiment bien intentionnées, les infirmières, sachant que mon désir était vraiment d'allaiter, mais elles ont été hyper intrusives, invasives dans ma bulle, puis ça en devenait quasiment là, violent. Là, on serrait mon sein, on pesait mon bébé contre moi, Arthur hurlait. Ça a comme... C'est ça fonctionnait vraiment pas, puis j'étais comme, attends une minute, là. Comme moi, quand je me visualisais à l'été, je me faisais pas chier à ce niveau-là, là. Genre, c'était pas... Il y avait pas cet inconfort-là, puis ce niveau
d'intrusion, puis d'inconfort, puis non. Puis fait que j'ai quand même rapidement pris la décision de, de donner du lait. En fait, je voulais passer par le tire-allaitement parce que là, quand on constatait que c'était vraiment difficile avec la mise au sein, euh, on a discuté des possibilités, en fait. Fait que c'était soit biberon avec formule ou biberon avec le tire-allaitement. Fait que je me suis dit, ben, on va faire du tire-allaitement. Fait que presque plus de 24 heures après, ouais, on m'a emmené un tire-lait. Et là, j'ai commencé à tirer mon lait. Fait que mon corps a été plus de 24 heures sans avoir de signaux pour stimuler ma montée laiteuse. Puis là, par la suite, bon, on a notre congé d'hôpital, on revient à la maison, l'infirmière du CLSC vient, on regarde voir le DAL, on repratique la mise au sein. C'est compliqué, le lait, le ça. Puis là, j'étais comme, ben non. Moi, j'ai rapidement quand même choisi ma santé mentale. Puis ce qui a penché dans ma balance de façon très personnelle, c'est que je me suis dit, j'ai tellement eu un enfantement incroyable, en- entièrement naturel, physiologique, comme je le souhaitais, que là, par la suite, je me sentais plus... Ça a été vraiment tough, là, j'ai vraiment beaucoup pleuré. Et je me suis, pendant un certain temps, sentie comme une moins bonne mère. Le fait de ne pas réussir à allaiter mon enfant. Chose que j'ai déconstruit et que je comprends maintenant et que j'aborde avec mes mamans pour qui parfois l'allaitement est plus challengeant puis qui finalement ça se déploie de d'autres façons que ce qu'elle avait imaginé. J'aime bien ramener au fait que être une bonne mère, ce n'est pas allaiter son enfant. Être une bonne mère, c'est nourrir son enfant. C'est répondre aux besoins de son bébé. Que ce soit directement au sein, que ce soit en tire-allaitement ou que ce soit par biberon avec formule, I don't care. T'es une bonne mère si tu réponds aux besoins de ton bébé. Ferme la parenthèse. Mais voilà, fait qu'on a essayé plein d'affaires, puis là, finalement, je me suis vraiment dit non, OK, c'était trop souffrant pour moi de toujours me laisser la porte, puis là, d'essayer peut-être la mise au sein. Ça marchait pas, ça me faisait de la peine. Je tirais mon lait. Puis là, je me suis dit non, il faut vraiment que je fasse un choix pour arrêter de tourner le couteau dans le plaie. Fait qu'on y a été avec le tire-allaitement. Fait que par la suite, j'ai vraiment fonctionné sur je tire mon lait, on lui donne au biberon. Joe a vraiment été inclus là-dedans. Il y a des bienfaits également au tire-allaitement. Ça implique vraiment l'autre partenaire. Voilà. Fait que pour Arthur, ça a pas mal été ça, je vous dirais. Puis pour Abby, puis c'est ça pour Arthur, ce que je voulais ajouter. C'est que je pense vraiment avec du recul que, j'ai quand même eu aussi beaucoup de difficultés à avoir une montée laiteuse optimale. Souvent, il fallait que je compense quelques millilitres avec de la formule parce que j'avais beau stimuler, j'atteignais comme une limite de lait que je tirais. Puis je pensais que, ben, j'en fabriquais pas assez. Donc, je compensais avec de la formule, mais avec du recul, je comprends que le plus de 24 heures sans avoir envoyé des signaux adéquats à mon corps, ça a vraiment comme nuit à une montée laiteuse optimale, mettons. Ensuite, pour Abby, rapidement, moi, j'avais mis mon tire-allaitement, mes pompes là, dans ma valise d'hôpital parce que je me suis dit, si je vois qu'il y a les mêmes difficultés de mise au sein, rapidement, je veux stimuler mes seins pour donner le plus de signal à mon corps pour essayer d'avoir une meilleure montée laiteuse. Fait qu'Abby, quand même, un peu challengeant de par la forme de mon sein mamelon, mais elle ouvrait vraiment plus la bouche. Elle tétait vraiment des sensations que j'avais jamais ressenties avec Arthur. Mais ce qui a été challengeant, c'est que quand j'ai enfanté Dabi, Arthur avait à peine 16 mois. Fait que j'avais 2 bébés. Et là, je me voyais pas, en fait, j'avais de la difficulté à m'imaginer dire non à Arthur ou d'essayer de le prendre sur moi. Déjà que l'allaitement, c'était pas facile. Puis là, je me suis dit, hey, je suis confortable avec le tire-allaitement.
On est rodés, on a fait ça pendant plus de 6 mois, comme on va faire ça. Mais j'ai vu une différence majeure sur la quantité de lait que je fabriquais et j'ai constaté, j'ai vécu l'importance d'envoyer des signaux au sein. Puis là, je veux pas nécessairement vous faire peur puis dire que s'il y a pas de signaux dans les premières heures, vous scrapez tout, là, c'est pas ça. Tu sais, c'est juste que si on prend les deux situations, Arthur, pendant plus de 24 heures, mes seins n'avaient pas eu de signaux d'allaitement. Puis à Abby, de un, elle tétait vraiment mieux mes seins. Et de deux, je m'assurais de stimuler avec le tire-lait assez rapidement suite à la naissance. Puis j'ai vu une augmentation majeure dans ma production. Là, j'étais même rendue au point où je devais congeler du lait. Puis tu sais, j'en avais vraiment beaucoup. Voilà. Fait que, tu sais, rapidement, voici mes deux expériences d'enfantement / tire-allaitement. C'est des expériences qui m'ont amenée à vivre quand même beaucoup de deuil. J'ai tout déconstruit par rapport au fait, comme je vous expliquais, d'être une bonne mère, d'être, bon. Puis des fois, encore aujourd'hui, là, j'ai des petits flashbacks ou des nostalgies de peut-être pas avoir vécu cette proximité-là avec mes bébés. Mais ça reste que nouveau-né, je me mettais vraiment souvent nue en peau à peau pour donner le biberon, comme si je donnais le sein. Bref, fait que, tu sais, au niveau du faire pour donner le biberon, j'optimisais pour avoir le plus de proximité comme un allaitement. Mais ça a quand même été un gros processus de deuil. Fait que, voilà. Fait que j'avais beau avoir choisi, oui, ma santé mentale, dans l'acharnement, peut-être que ça m'aurait demandé de continuer. Pour certaines mamans, elles veulent vraiment persévérer, puis c'est excellent. Tant et aussi longtemps qu'elles se respectent, on a toutes des limites différentes. Fait que, tu sais, moi, avec du recul, je me dis, OK, justement, si j'avais eu les informations et les conseils que je vais vous donner sous peu, dans quelques minutes, peut-être que je m'aurais donné plus de temps, plus de chance. Mais bon, j'ai fait du meilleur que je pouvais avec l'expérience et les informations que j'avais à ce moment-là. Fait qu'est-ce que j'aurais aimé savoir pour peut-être favoriser davantage mon allaitement au sein? Premièrement, le colostrum que tu as dans tes seins, c'est amplement nourrissant pour bébé. Parce que non, au début, tu n'as pas de lait dans tes seins. Il faut vraiment envoyer les signaux nécessaires à ton corps pour qu'il comprenne avec la mise en place hormonale qu'il faut fabriquer du lait. Fait que ça demande un certain temps pour avoir notre montée laiteuse. Un genre de 2 à 5 jours de façon optimale. Des fois, ça peut être un petit peu plus, 7-10 jours. Mais quand tous les composantes sont là, 2 à 5 jours, c'est quand même la fenêtre de temps durant laquelle on peut sentir avoir notre montée laiteuse. Donc, tout ça pour dire que à la base, au début, quand tu enfantes, tu n'as pas de lait dans tes seins. Puis moi, je m'inquiétais vraiment sur le côté suffisamment nutritif parce que Arthur pleurait beaucoup dans le 2, 3, 4 premiers jours. Puis là, avec toutes mes tentatives de mettre au sein, mais tu sais, je faisais une extraction manuelle quand même du colostrum. Puis là, il y a un soir, à 3 jours de vie, je pense, Joe il a été acheter de la formule. Puis, on a donné un biberon de formule à Arthur et il a calé, il s'est comme gavé. Mais nous, on était comme, ben mon Dieu, dans le fond, c'est parce qu'on est en train d'affamer notre bébé, puis genre, c'est full pas assez nutritif ce que je lui donne, puis tu sais, il pleure parce qu'il a donc ben faim, puis comme... Mais dans le fond, non. Faut vraiment comprendre qu'au début, le colostrum, c'est amplement nourrissant, amplement nutritif. Ça répond à tous les besoins de bébé. Là, moi, dans mon cas, peut-être qu'Arthur pleurait plus parce qu'il n'y avait pas au niveau de la tétée, puis tu sais, il y avait comme quelque chose qui marchait moins là, dans notre mécanique, là, au niveau de la bouche, sein, tout ça. Mais voilà, dès les signes d'éveil, si on met bébé au sein, tout ça, le colostrum qu'on donne, c'est
amplement suffisant. Puis, tu sais, j'ai entendu dire une sage-femme dernièrement que 10 gouttes de colostrum égale un lunch. Donc, voilà. Fait que moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est pas que je suis en train d'affamer mon bébé, c'est tout à fait normal que... Puis tu sais, c'est aussi ce qu'on avait déconstruit aussi en lien avec le fait qu'il ait comme gavé un biberon. C'est aussi peut-être le fait qu'avec mon sein, il n'arrivait pas à faire vraiment une bonne succion. Puis là, avec le biberon, ça a comme répondu à son besoin de succion. Puis les bébés, ils boivent, ils boivent, ils boivent. Puis, tu sais, des fois, ils sont tellement immatures qu'ils ne réalisent pas non plus comme ah, OK, mon sentiment de satiété est atteint, je vais arrêter de téter. Tu sais, non, ça répond tellement à leurs besoins de succion. Puis le biberon, ça va vite. Aussi, la quantité de lait versus les gouttes de colostrum. Donc, bref. Je répète et je résume le premier point que j'aurais aimé savoir. Le colostrum qu'on donne à bébé est amplement nourrissant. Donc, j'aurais pu aussi en extraire plus manuellement, le donner à la cuillère ou au cup. Mais voilà. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est normal de ne pas te sentir à l'aise ou de ne pas te sentir confortable au début. C'est vraiment un grand apprentissage, autant pour toi que pour bébé, la mise au sein. Fait que, tu sais, laisse-toi le temps de trouver des positions dans lesquelles tu te sens bien. Laisse-toi le temps de tu sais, te déposer dans cette danse-là avec bébé. Mais un jour, aie confiance. Un jour, il y a une aisance qui va... Puis, tu sais, un jour, je dis pas dans 4-5 mois, là. Quand même rapidement, dans les premiers jours, une monnaie, il y a comme... Tu te déposes dans une façon de prendre ton bébé dans lequel tu te sens plus confortable. Puis moi, c'est ce qui m'avait le plus challengé au début, c'est à quel point je me sentais toute sauve naturelle dans... Puis tu sais, c'est ça. Mais avoir su que cette aisance-là allait se développer puis que c'était normal de se sentir maladroite, même inadéquate, c'est normal, laisse-toi le temps, c'est beaucoup d'apprentissage. Puis un autre point, un peu en lien avec ça, que j'aurais aimé qu'on m'informe, c'est que j'aurais pu refuser les interventions ou l'aide, le support que les infirmières tentaient de me donner parce que au lieu de vraiment me faire ressentir un soutien, ça m'agressait totalement. Fait qu'en fait, ça a juste plus nuit qu'autre chose parce que l'allaitement, c'est la continuité, oui, de l'enfantement, mais c'est qu'au niveau hormonal, il y a encore des choses qui doivent se mettre en place, tout autant comme le cocktail hormonal pendant l'enfantement. Il y a aussi un cocktail hormonal pendant l'allaitement qui doit se mettre en place. Donc, même chose. Là, si je suis remplie d'adrénaline, de cortisol, ça me stresse, ça m'agresse, je suis ses nerfs, vous êtes dans ma bulle, je comprends pas ce qui se passe, mon bébé braille, tu me fais mal, comment tu touches à mon sein. On est zéro dans un contexte qui favorise la mise en place de l'oxytocine, de la prolactine, puis zéro pin barre. Fait que si tu sens que l'aide qu'on tente de t'apporter ne t'aide pas, tu as totalement le droit de dire, écoutez, je vais juste me laisser le temps de me déposer, d'explorer. Puis tu sais, ton bébé, là, quand il sort, là, il n'est pas affamé, là, il n'est pas genre, vite, il faut le nourrir parce que ça fait 9 mois qu'il n'a pas mangé. Vraiment pas, là. Fait que comme je vous dis, si la mise au sein est plus challengeante, tu te sens moins confortable, c'est plus difficile, extrait du colostrum manuellement, puis tu pourras en donner ou les seringues que tu as peut-être tirées en amont pendant ta fin de grossesse, elles sont hyper pertinentes dans ces situations-là. Fait que tu n'as pas à stresser que bébé boit, tu as déjà du colostrum de tirer, on le met on dépose dans une petite cuillère ou dans un petit cup, on donne à bébé, on s'assure qu'il n'est pas affamé, on répond à ses besoins, puis après ça, on peut venir pratiquer la mise au sein à notre rythme. Si ce que l'infirmière fait t'aide, parfait. C'est excellent. Continue ce travail d'équipe-là avec elle. Mais si ça t'agresse le moindrement puis ça t'aide pas, tu as le droit de mettre tes limites puis de lui demander juste de peut-être te laisser un peu de temps, te laisser de l'espace, te laisser de l'intimité
pour aller explorer ça avec ton bébé. Un autre point que j'ai constaté l'importance en lien avec mon expérience d'Arthur versus Abby, c'est que si tu veux quand même mettre en place un allaitement ou du moins une montée laiteuse pour possiblement un allaitement ou un tire-allaitement, si tu constates que les premières prises du sein sont difficiles, soit que bébé tète pas ou soit que il prend bref, peu importe les difficultés qu'il peut avoir, si tu sens qu'il y a pas de stimulation qui est fait dans ton sein, demande rapidement un tire-lait ou je te dirais même apporte au cas où un tire-lait dans ta valise d'hôpital. C'est juste que ça peut quand même être coûteux. Fait que si tu en as pas puis que tu vises vraiment un allaitement exclusivement au sein, il y a la possibilité à l'hôpital, si on constate le besoin, ben, qu'ils te prêtent un tire-lait puis qu'à ta sortie d'hôpital, tu puisses aller t'en acheter un au besoin. Mais sinon, juste le fait au moins d'être à l'hôpital puis pouvoir aller stimuler et envoyer les signaux nécessaires à tes seins, le temps qu'on vienne travailler, optimiser un petit peu plus la mise au sein avec bébé, ça peut être vraiment un gros facteur de protection pour ta montée laiteuse. Mes petites nuances que j'aimerais ajouter, si tout se passe bien, si tu mets bébé au sein, que tu sais, ça va quand même bien, il t'aide bien, la mise en place se passe de façon quand même optimale, dans la fluidité, que la prise du sein va bien, il n'y a pas de nécessité de tirer ton lait. Ton bébé va envoyer les signaux nécessaires à ton sein pour faire la montée laiteuse et ensuite pour venir calibrer, entre guillemets, la quantité de lait que ton corps doit fabriquer pour répondre à ses besoins. Donc, d'emblée, si ça va, il n'y a pas nécessairement un besoin de tirer son lait. Puis, dernier point que j'aurais aimé savoir, qui a vraiment, en fait, c'est un peu à la croisée des chemins et souvent, les allaitements, ils se gâchent ou ils se terminent à cette fameuse deuxième nuit-là. Parce que souvent, comme je dis, on est à une croisée des chemins. C'est une nuit souvent où que bébé a un pic de pleurs, de par un pic de développement, à un pic de « Hey, je pense que là, j'aurais plus faim ». Puis on est à un pic où que là, le colostrum est comme sur le bord de devenir du lait. Donc, c'est souvent un moment où justement, il y a beaucoup de pleurs pendant cette nuit-là. Puis souvent, les mamans qui sont pas informées, comme je l'étais, donc pas informées et pas éduquées au niveau du processus et de la mise en place de la montée laiteuse, vont penser, comme j'ai pensé, que ben, mon colostrum n'était pas assez nourrissant pour mon enfant, puis qu'il était donc bien affamé, puis que là, je donne un biberon de formule, puis il cale, fait que je suis tellement une marde. Je suis tellement une mère de marde que genre j'affamais mon enfant, puis ça fonctionne pas, puis je peux pas allaiter, puis non. Ce qui se passe dans cette fameuse deuxième nuit-là, c'est qu'en fait, ce que j'entends souvent, puis que j'aime bien renommer, c'est que bébé appelle son lait. Donc, c'est une nuit où que bébé réclame un petit peu plus que du colostrum et que si on répond à ce besoin-là de bébé et que oui, ça se peut que tu passes ta nuit à mettre bébé au sein à toutes les 5 minutes. Mais ce que je constate, c'est que les mamans qui répondent à ce besoin-là et qui passent la nuit à mettre bébé au sein, puis en peau à peau, puis en proximité, puis un sein, puis l'autre, puis un sein, puis l'autre, ont souvent la montée laiteuse dans le 12 heures qui suit. 12-24 heures qui suit. Donc, c'est une nuit souvent que si on ne comprend pas qu'on est à une croisée des chemins et que c'est normal ce pic de pleurs-là, puis qu'il faut répondre à ce besoin de sein, de stimulation, puis qu'il ne faut pas s'inquiéter, puis que la montée laiteuse va arriver, je pense que ça, c'est la plus grosse information qui m'a manqué. Là, on ajoute à ça la difficulté de la prise du sein et tout ça. Fait que là, c'était beaucoup à gérer pour moi dans une première expérience d'allaitement et de postpartum et de maternité en général. Mais sache que
c'est tout à fait normal. Là, après ça, tu sais, il y a d'autres choses qu'on peut venir un petit peu explorer, détricoter, déconstruire si les pleurs persistent à la suite de cette nuit-là. Si, bon, s'il y a plein de choses, là, on peut aller vraiment voir la prise du sein, la quantité de la montée laiteuse, le bébé, tu sais, bon, il y a d'autres choses qu'on peut observer, ce que je fais justement avec mes accompagnements. Mais d'emblée, sache que cette fameuse deuxième et troisième nuit-là, elle peut être challengeante. Mais par la suite, tu vas avoir ta montée laiteuse et tout va se mettre en place. Et souvent, après ça, les nuits qui suivent, ben bébé là, a vraiment réponse à son besoin, plus de lait, et là, bébé pleure beaucoup moins. En général. Là, on ne parlera pas de coliques et toutes ces affaires-là. Mais voilà. Fait que moi, je pense que c'est vraiment un gros morceau que si j'avais su, je pense que ça m'aurait apaisé, ça m'aurait donné plus de patience aussi à attendre peut-être un peu ma montée laiteuse ou peut-être, tu sais, compenser avec un peu de formule parce que là, ma montée laiteuse se faisait vraiment attendre de par le fait que j'avais pas eu suffisamment de stimulation. Mais voilà. Si je wrap up les informations que j'aurais aimé savoir, ton colostrum est suffisamment nutritif pour ton bébé. C'est normal au début que tu te sentes inadéquate ou inconfortable. La mise au sein, c'est beaucoup d'apprentissage. Tu as le droit de mettre tes limites et de demander un peu plus d'espace ou d'intimité si tu sens que l'aide qu'on essaie de t'apporter, ça te stresse ou ça t'agresse plus qu'autre chose. Emmène un tire-lait ou demande un tire-lait si tu t'aperçois que la prise n'est pas optimale ou que c'est difficile pour mettre toutes les chances de ton bord pour une belle montée laiteuse. Et finalement, n'aie pas peur du pic de pleurs de la deuxième nuit. Ton bébé n'est pas affamé, il appelle son lait. Fait que c'est vraiment la base que j'aurais aimé savoir qui m'aurait grandement aidé à favoriser peut-être mon allaitement, comme je dis, à être plus patiente, à me laisser plus de chance. Mais voilà, je suis quand même en paix avec mon expérience. Et là, suite à cette expérience-là et à la formation d'allaitement que j'ai fait, ben, j'en viens maintenant avec ces infos-là et je me dis, c'est vraiment la base que j'aurais aimé savoir. Là, comme j'ai mentionné, avec mes couples en accompagnement, selon leur vécu, selon ce qu'ils vivent comme mise en place d'allaitement, selon leur challenge ou pas, parce que des fois, ça va de soi, tout va super bien, c'est super fluide, merci, bonsoir. Là, on voit ce qui se passe. Puis, voilà. Donc, ça faisait quand même longtemps, je pense, que j'avais pas fait un épisode un peu plus personnel en ce sens, plus sur mon expérience, mon vécu, mais voilà. J'espère que ça vous a aidé ou que ça te prépare à ton expérience d'allaitement. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Puis ne vous gênez surtout pas de, tu sais, contacter nos ressources. Tu sais, c'est vraiment un service par téléphone. Il y a une ligne aussi que vous pouvez rejoindre 24/7. Si c'est la nuit, tu es dépassé, tu sais plus si ce que tu fais, c'est correct ou appelez. Appelez. Des fois, il suffit juste d'un appel pour sauver ton allaitement si tu as vraiment un désir et un profond souhait d'allaiter. Il y a, tu sais, également au niveau des CLSC, du soutien d'allaitement, j'ai plus le nom en tête. IBCLC, je pense que je le dis bien. Je me mélange toujours des lettres. Mais, tu sais, vraiment une professionnelle en allaitement. Moi, j'ai pas, tu sais, j'ai rapidement pris mes décisions, puis je me suis pas laissé de chance non plus. J'ai pas été vraiment demander de l'aide. Je pense que ça aussi, tu sais, de vraiment pas se gêner pour poser des questions, aller chercher de l'aide, du soutien. Par la suite, si on s'aperçoit que c'est challengeant et qu'on a à cœur l'allaitement. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de 2026. Et sur ce, on se retrouve
en février pour le prochain épisode mensuel.